Vous écoutez Le Divan Mauve, le podcast. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché. Mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre sagesse intérieure et à la nature qui vous entoure. Namasté tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de la peur du jugement des autres. Je vous donne 4 prises de conscience pour vous aider à manœuvrer dans un monde où on juge et on se fait juger. Et également, je vous donne 4 trucs qui peuvent nous aider à mieux vivre malgré le jugement des autres et de soi. Bonne écoute. Je suis contente de vous retrouver pour vous parler du jugement. C'est un sujet qui peut paraître un petit peu intense. J'ai choisi de parler de ça parce que je me rends compte partout autour de moi que souvent la peur du jugement des autres ou le jugement qu'on a envers soi-même nous empêche souvent de poser des actions qui seraient bonnes pour nous. Peuvent nous empêcher de choisir le chemin qui nous conviendrait le mieux dans notre vie par peur du jugement des autres. Donc, je pensais que c'était un bon sujet à aborder qui pourrait donner des pistes de solutions ou en tout cas des pistes de réflexion. Puis je commence tout de suite en vous contant l'histoire qui m'a vraiment aidée à mieux gérer, gérer serait pas le bon mot, mieux manœuvrer à travers ce concept-là du jugement, mieux avancer malgré ma peur du jugement. Donc, ça se nomme l'histoire de l'homme, du fils et de l'âne. Donc, un bon matin, le père installe tous les légumes, les fromages qu'il va aller vendre au village, au marché du village. Son fils l'aide, ils embarquent tous sur le dos de l'âne, puis les deux marchent à côté de l'âne jusqu'au village. Quand ils approchent du village, ils entendent des murmures. Il y a des gens qui disent des choses dans leur dos. Franchement, il laisse marcher son fils. Il aurait pu mettre son fils sur l'âne. Blablabla, on entend plein de choses comme ça. Puis, le fils, ça le surprend d'entendre ça. Pourquoi on se fait juger? Peut-être qu'on pourrait s'installer différemment. Demain, quand on va revenir au village, le père dit « OK, on va s'installer différemment pour voir. » Donc, le lendemain, ils refont le même processus, mais ils se disent, bon, OK, on va mettre, toi, tu vas embarquer sur l'âne, puis moi, je vais transporter le stock sur mon dos en marchant à côté de l'âne. Tu sais, je suis assez fort pour ça, ça va bien aller. OK, parfait. Fait, ils avancent comme ça, puis là, sur la route, quand ils arrivent proche des villageois, on entend encore des commentaires, des jugements. Ben voyons donc, fils ingrat, il s'est assis sur l'âne, puis il laisse son père transporter toutes les affaires. Fait que 3e journée, le père dit, garde, on va essayer quelque chose d'autre pour pas avoir de jugement des autres. Je vais m'installer sur l'âne avec le stock, puis toi, tu vas marcher à côté. Fait que, en arrivant près du village, on entend les gens murmurer encore. Quel père ingrat! Et il va tuer l'âne à force de mettre des choses bien trop lourdes sur lui. Son poids plus le poids du sac, ça n'a pas de bon sens. Vraiment, c'est une mauvaise personne. Et ainsi de suite. Ils essaient toutes les combinaisons possibles et à chaque fois, ils ont droit au jugement de certaines personnes. Donc, le père dit à son fils, « Tu vois, fils, peu importe ce qu'on va faire, il y aura toujours quelqu'un pour nous juger. »
Est-ce que ça vous parle, ce conte? Moi, ça m'avait vraiment beaucoup parlé. Tu sais, souvent, les contes, on se les fait raconter, ça arrive dans une situation où on les... moi, des fois, je les découvre dans des livres, mais celui-là, c'était Yanis qui me l'avait conté. Parce que j'étais dans une période de ma vie, ça fait quand même de nombreuses années, où j'étais... Il y a des choses qui... Des choses dans lesquelles je me sentais paralysée par peur du jugement des autres. Puis ça m'avait vraiment aidé à entendre ce conte-là. J'espère que ça vous plaît autant que ça m'avait plu. Je vais tout de suite vous partager 3 prises de conscience qui peuvent, d'après moi, nous aider à mieux naviguer dans ce monde où on est toujours exposé au jugement des autres. J'aimerais dire autrement, j'espère qu'un jour je vais pouvoir dire « Ah non, les gens ne jugent pas, personne ne te juge, ma belle, continue ton chemin. » Mais je ne crois pas que c'est vrai pour le moment. Donc, voici la prise de conscience actuelle qu'on peut faire tous ensemble. Il va toujours, c'est la prise de conscience qui est reliée au conte que je viens de vous raconter. Il va toujours y avoir quelqu'un pour juger. Peu importe quel est votre style de vie, peu importe quelle est votre allure, peu importe quelles sont vos valeurs, peu importe tout l'effort que vous mettez à ressembler à quelque chose que vous voulez ressembler, il va toujours y avoir place pour du jugement. Première prise de conscience, qui n'est pas nécessairement le fun, mais ça peut nous dégager d'un certain poids, je trouve. Si il va toujours y avoir du jugement, pourquoi y accorder de l'importance? Deuxième prise de conscience. Quand on donne de l'importance au jugement des autres, c'est comme si on leur donnait notre pouvoir personnel. C'est comme si on leur donnait notre attention et notre énergie vitale. Au lieu d'utiliser cette énergie vitale qu'on a, notre désir d'avancer, de faire des choses qui nous conviennent pour avancer sur notre chemin. Donc, je recommence avec cette prise de conscience-là, parce que c'est pas si simple. C'est de prendre conscience que notre énergie vitale, ça c'est une de mes croyances, je vous la partage. Elle est là pour que nous puissions créer ce qui nous convient dans notre vie, qu'on puisse suivre quel est notre chemin, qu'est-ce qu'on veut apporter de plus au monde dans lequel on est. Est-ce qu'on peut apporter notre intelligence ou notre créativité pour créer un monde meilleur? Est-ce qu'on peut faire en sorte que notre énergie, différente de celle des autres, chacun on a nos capacités, nos possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans nos relations? Quel est notre propre chemin, dans le fond, ou nos différents chemins? Donc, moi, je trouve que c'est plus écologique. Je vais le dire comme ça. C'est ce mot-là que j'utiliserais. C'est plus écologique d'utiliser notre énergie vitale pour créer quelque chose de positif dans notre vie, plutôt que de gaspiller cette énergie-là. Donc, c'est mon idée d'utiliser des matières non renouvelables, là, mais dans notre esprit. C'est pour ça que je dis que c'est pas écologique. C'est pas écologique de disperser notre énergie puis d'envoyer toute notre intention ou le meilleur de nos journées, le meilleur de notre énergie à fabuler sur les jugements des autres ou à les écouter si c'est des vrais jugements. Parce qu'il y a 2 choses. Ça peut être une fabulation de notre part. Ça peut être nous qui pensons que les autres nous jugeons. Puis peut-être que c'est même pas vrai. Puis, d'autre part, il y a des vrais jugements qui existent pour vrai. Si j'utilise toute mon énergie vers ça, il va me rester quoi? Qu'est-ce qui nous reste ensuite pour
créer sur notre propre chemin. Ça, c'est ma deuxième prise de conscience. Donc, vaut mieux utiliser notre énergie pour faire ce qui est bon pour nous et notre entourage. Moi, je le compare, cette prise de conscience-là, à le temps passé sur nos écrans. En ce moment-là, moi, je trouve que c'est un fléau. Même moi, ça m'arrive de « Oups, j'ai perdu 15 minutes de ma vie parce que je voulais aller chercher une information sur Internet puis je me suis perdue dans un réseau social. » Donc, j'ai perdu 15 minutes que j'aurais pu mettre dans un de mes projets, dans un de mes épisodes, dans mon jardin, pour faire pousser mes herbes médicinales. Donc, c'est un peu la même chose. Quand j'amène mon attention sur quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur pour m'aider à continuer sur ma route, ben, je disperse mon énergie, puis il m'en reste plus après. Mon énergie de qualité que j'avais le matin tôt, si je la mets sur qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ça, blablabla, j'aurai pas d'énergie qui va me rester pour faire la chose qui est importante à mes yeux. Ce qui m'amène à ma troisième prise de conscience. Écoutez bien ça. Le jugement duquel on a peur. Quand ça nous arrive, là, j'imagine que ça vous arrive à vous aussi, souvent, c'est pas un jugement qui vient de l'extérieur, mais c'est un jugement qui vient de l'intérieur. C'est notre juge intérieur que je l'appelle. Puis là, je voulais vous parler d'un concept que j'étais sûre que j'avais lu dans le livre suivant. Je vais le mettre quand même, ce livre-là, dans les notes de podcast. C'est « Libérer votre créativité » de Julia Cameron, qu'elle a intitulé « La Bible des artistes ». Ce livre-là a vraiment changé ma vie. Ça m'a vraiment aidé à évoluer sur mon propre chemin, à me faire confiance, à suivre mon instinct, puis aussi mon énergie créative. Et j'étais sûre que c'était dans ce livre-là que j'étais entrée en contact avec le concept du censeur. Mais là, j'ai cherché rapidement, je suis allée voir tous les titres de chapitres, etc. J'ai relu en diagonale le livre pour faire cet épisode, puis j'ai pas trouvé le concept du censeur dans ce livre-là. Donc, mystère et boule de gomme, si jamais un de vous, l'un ou l'une de vous, d'entre vous, a déjà entendu ce concept du censeur, puis se souvient quel auteur a parlé de ça, s'il vous plaît, écrivez-moi. On peut laisser, comme je vous disais, des commentaires. Maintenant, vous descendez, c'est facile, vous descendez en dessous de toutes mes notes de podcast, puis ensuite, il y a la place pour laisser votre commentaire. Donc, si jamais quelqu'un parmi vous connaît cette réponse, s'il vous plaît, laissez-moi une info. Puis, je pourrai en parler dans un prochain épisode. Donc, le censeur, j'ai pas retrouvé dans ma mémoire de qui ce concept, par qui ce concept m'était parvenu, mais c'est vraiment un concept de trouver à quoi correspond notre censeur. C'est le juge, la personne qui nous juge et nous critique. Donc, ça peut être... puis le fait de le dessiner ou d'y donner des traits de caractère, ça pourrait nous aider, selon ce concept-là, ça pourrait nous aider à savoir comment le contourner ou comment lui faire face. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, ça peut paraître pas assez concret, mon affaire. Bon, est-ce que le censeur ressemble au caractère de votre père ou au caractère de votre mère? Est-ce que vous avez rencontré un professeur, mettons, dans votre vie qui était hyper critique? Peut-être que votre censeur intérieur ressemblerait à cette personne-là. Ce serait quoi qu'elle vous dirait comme critique? Est-ce que c'est un censeur qui a peur de tout? Ou bien c'est plutôt un censeur qui veut que vous fassiez mieux? Tu vas mieux t'organiser, tu es vraiment brouillon en ce moment, blablabla. Donc, c'est le fait de trouver quelles sont les caractéristiques de notre censeur intérieur. C'est un archétype intérieur, là, c'est pas quelque chose qui existe pour vrai. Ben, ça nous permettrait de lui faire face ou de le contourner selon les situations. C'est le juge, le critique intérieur, si vous voulez. Si vous portez attention
comment on fait là, pour le trouver puis savoir c'est quoi ses caractéristiques? Il faut faire attention à notre monologue intérieur. Est-ce que vous avez des pensées qui surviennent quand vous voulez, par exemple, vous mettre dans l'action pour faire quelque chose de nouveau? Je vous donne un exemple bien concret, pas du tout ésotérique, mettons. Vous n'avez jamais fait de construction de votre vie, mais vous décidez que vous voudriez vous construire un patio. OK? Ben, vous avez... maintenant, on peut trouver des façons de faire sur YouTube. Vous pouvez acheter un livre de construction, peu importe. Si vous décidez de faire ça, tout à coup, vous vous dites intérieurement peut-être, ben voyons, pour qui tu te prends de faire ça? Tu ne seras jamais capable de faire ça. Ça, ce serait le juge intérieur ou le critique intérieur. C'est quoi votre première réaction? Est-ce que, mettons, vous avez eu dans le passé des moments où vous avez voulu faire quelque chose puis vous ne l'avez pas complété? À ce moment-là, peut-être que votre censeur, votre critique ou votre juge va vous dire tu sais bien, tu as toujours des belles idées, mais tu finis jamais par les mettre en action ou tu finis jamais par terminer tes projets. Vous me suivez? Selon ce qu'on a vécu, on va avoir des jugements intérieurs qui divergent d'une personne à l'autre. Donc, la prise de conscience, c'est d'abord, ma troisième prise de conscience, c'est se rendre compte que la personne qui a le plus de jugement envers nous, c'est souvent nous-mêmes. Puis, on peut discuter avec cette partie-là de nous. Oui, c'est vrai, j'ai pas fini l'autre projet que j'avais. Mais là, je sens vraiment que c'est quelque chose que j'aimerais accomplir. Je me sentirais fière. Mettons, quelqu'un n'a jamais fait de jardin. Il s'est toujours fait dire qu'il n'y avait pas le pouce vert, mais il a vraiment envie d'essayer de faire pousser ses concombres cette année dans un bac sur son balcon. Bien, c'est une réalisation intérieure et extérieure qui peut vraiment amener tellement de joie. Il ne faut pas écouter seulement le juge, parce que sinon, on ne le fera pas, puis ça aurait pu nous donner une belle expérience, puis on aurait pu se rendre compte que finalement, c'est pas vrai qu'on n'a pas le pouce vert. Bon, c'est juste des petits exemples à petite échelle, mais ça peut être... j'ai une cliente dernièrement qui veut devenir travailleur autonome. Devenir travailleur autonome, ça peut amener beaucoup de jugements de la part de notre entourage parce que c'est un mode de vie qui est moins connu, puis qui est considéré comme moins stable ou moins dans la norme. Donc, c'est sûr que... je ne l'avais pas mis celui-là, mais moi, je vous dirais... ça fait partie de mes trucs, je vais y revenir. Ce que je n'avais pas mis, c'est que si... Je vais me le rajouter, je me le rajoute en note aussi. C'est que si... L'autre prise de conscience, c'est que si on parle de ce qu'on veut faire, qui est vraiment... qu'on sent vraiment que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire dans notre vie, ce serait vraiment important pour nous. Ben, la pire chose, c'est d'aller le raconter à quelqu'un qui n'a pas confiance en nous ou qui représente vraiment les aspects de notre critique intérieure. Me suivez-vous? Notre juge intérieur, des fois, on a une tante, un oncle, un parent, un ami qui représente beaucoup d'aspects de notre juge intérieur. C'est sûr que si vous voulez devenir travailleur autonome ou vous voulez écrire un livre, je ne sais pas, n'importe quoi que vous avez une inspiration profonde à faire, si vous choisissez de partager cette impulsion intérieure qui est fragile parce qu'elle est au début de sa vie, avec quelqu'un qui est hyper critique, puis que assurément, il va vous dire que ça n'a pas de bon sens, votre affaire. Vous n'allez pas y arriver. Pour qui tu te prends pour vouloir écrire un livre, blablabla. C'est sûr que ça va tuer dans l'œuf l'inspiration. Donc, ma quatrième prise de conscience qui m'est venue pendant que je vous parlais, ce serait ça, c'est de faire attention à qui on va parler, à qui on va partager notre désir profond.
Si vous avez personne autour de vous que vous pensez qui va vous encourager, vous êtes mieux de le garder pour vous. Puis si vous savez, vous avez une amie, un ami qui est vraiment bienveillant, un oncle, une tante, si c'est pour devenir travailleur autonome, quelqu'un qui a déjà été travailleur autonome, puis qui croit en ça, ben moi j'appelle ça se trouver des alliés. Donc il faut parler à un allié, puis éviter de parler aux critiques. Vous me suivez? Donc, moi qui pensais que j'avais 3 prises de conscience seulement, ben voici la 4e. Maintenant, j'aimerais vous parler des trucs qui m'ont vraiment aidé, moi. Il y en a un que dont j'ai déjà commencé à vous parler, c'est trouver notre censeur. Donc ça, c'est le premier truc. Si on sait quel type de jugement on a tendance à avoir envers nous-mêmes, par exemple, si on se trouve mal organisé, puis on se tape sur la tête parce qu'on n'est pas aussi organisé que quelqu'un qui est vraiment, vraiment bon là-dedans, on pourrait, par exemple, rassurer le censeur en lui disant, c'est pas tout le monde qui a le même type d'organisation. Je vais m'organiser. Comme ça va calmer l'impulsion intérieure qui me dit que je vais pas y arriver. Puis, trouver notre propre style d'organisation aussi. On peut se trouver des trucs qui fait qu'on va taire cette partie-là de nous qui est insécure. Dans le fond, il faut penser que le censeur, si on l'identifie, déjà, ça nous aide. C'est-à-dire quel type de personnalité il y a. Je sais que ça a l'air... ça a l'air un petit peu enfantin de donner des noms ou des images à des parties de nous intérieures, mais c'est vraiment ça. Notre cerveau est complexe, puis le fait de parfois compartimenter les aspects de notre être, de notre personnalité, ça peut vraiment nous aider à avancer vers ce qu'on sent qui est la bonne chose pour nous. Donc, c'est ça. Premier truc, c'est vraiment trouver notre censeur. Il ressemble à quoi? C'est quoi ses peurs? Qu'est-ce qu'il fait nous juger vraiment? Puis nous empêcher, nous mettre des bâtons dans les roues. Puis, à partir de ce moment-là, déjà, ça nous redonne du pouvoir personnel sur nos propres décisions, sur nos propres choix. Mon deuxième truc que je sais qui vient de Libérer votre créativité de Julia Cameron, j'ai bien vérifié, c'est l'importance de protéger notre enfant créatif intérieur du censeur. Donc, pourquoi? Je vous explique. Notre enfant créatif intérieur, essayez de vous rappeler de vous. Je sais que c'est pas tout le monde qui a une bonne mémoire de l'enfance. Ce que je veux vous dire, c'est que la plupart des enfants, à un bas âge, je dirais là, en bas de 3 ans, entre 2 et 4 ans, mettons, ils ont une énergie de vie qui n'a pas été perturbée. S'ils ont une enfance heureuse, là, c'est que il s'en fout du jugement des autres. Regardez un jeune enfant jouer. Il peut se mettre à chanter fort, même si on est dans un endroit public. Il peut se mettre à danser, il peut se mettre à créer des choses qui n'existent pas, inventer des histoires qui ne se peuvent pas. Il n'y a pas de limite à leur créativité. Quand Julia Cameron parle de l'enfant créatif intérieur, elle parle de la théorie selon laquelle on garde cet enfant intérieur-là. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est notre âme ou notre nature profonde. Notre enfant créatif intérieur, il y a toujours une partie en nous qui veut créer quelque chose de nouveau, qui veut s'amuser, qui veut faire fi du jugement extérieur. Donc, comment protéger cette étincelle-là? C'est en empêchant notre partie qui censure, donc la partie qui juge et qui critique, d'intervenir et de couper
le pouvoir de cet enfant intérieur-là. Donc, comment faire ça? Bien, quand on s'entend avoir un jugement vers soi, ou on entend un jugement extérieur qui parfois ressemble à nos propres jugements intérieurs, c'est de dire, je t'ai entendu. Je sais que tu as peur que je fasse une bêtise, mais reste à côté. C'est pas toi que j'écoute. Je veux écouter mon enfant intérieur. Je veux lui laisser de la place. Puis c'est vraiment un entraînement. Plus on fait ça, plus on arrive à laisser aller notre enfant intérieur créatif. Puis là, je sais, quand je parle de créativité, j'ai souvent des clients, des clientes, des amis qui me disent « Oh, moi, je suis pas créative. » Non, mais je parle pas nécessairement d'être capable de peindre ou de danser ou de chanter. La créativité, c'est tout simplement être capable de créer dans le monde extérieur une vision intérieure. Tu sais, ça peut être aussi simple que je ramène ça au concombre dans un bac sur le balcon. Ça peut être je voudrais peinturer mon mur d'une couleur que c'est pas la mode dans les dans les catalogues, dans les tendances sur Internet actuelles des couleurs. Je sens que mettre cette couleur-là dans ma vie, ça m'aiderait. C'est une impulsion de création intérieure. Puis ça n'a pas rapport avec le titre d'artiste comme on l'entend dans nos sociétés occidentales. Quelqu'un qui est reconnu comme étant un artiste et qui vit de sa passion. C'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de notre capacité à créer ce qu'on veut dans le monde extérieur, dans notre monde réel. Puis on a tous ça en nous. D'ailleurs, dans une des retraites que j'avais données de yoga, justement, j'avais une cliente qui m'avait dit « Je serais venue, mais à cause du mot créatif, je suis pas venue. » Ça m'avait fait vraiment rire, mais aussi réfléchir. Puis je me disais, wow, c'est comme si dans notre société occidentale, on avait séparé la créativité de notre nature profonde. Comme s'il fallait que la créativité, ce soit une activité en soi et non pas une partie de notre être. Donc, on a le droit, même si on travaille dans une usine, d'avoir un esprit créatif. Ça peut nous permettre de trouver des solutions, oser trouver des solutions auxquelles les autres n'auraient pas pensé. Donc, je vous rappelle que le deuxième truc, c'était protéger notre enfant créatif intérieur de notre censeur ou des censeurs extérieurs aussi. Le troisième truc, c'est justement, j'en ai parlé un peu dans la quatrième prise de conscience qui était de ne pas parler à n'importe qui, là, de choisir là, son interlocuteur quand on a une idée créative. Mon troisième truc, c'est donc choisir nos alliés. Dans votre vie, vous avez sûrement des alliés, c'est-à-dire des gens que vous savez que si vous leur parlez d'une idée créative que vous avez dans votre vie, d'une impulsion créative, vous savez que cette personne-là ne va pas vous juger. Vous savez que cette personne-là va vous écouter avec bienveillance, puis va vous supporter dans votre idée, ne va pas vous casser, va pas casser votre idée dans l'œuf. Donc, qui sont ces alliés? Essayez de regarder autour de vous. Souvent, on pense que... Moi, j'avais une bonne amie qui aurait donc aimé que sa mère l'aime. Puis, elle lui disait toujours, à chaque fois qu'elle avait une intuition ou une idée pour sa vie future, elle voulait en parler à sa mère en espérant que sa mère l'aime puis la supporte. Mais sa mère, dans son histoire de vie, ne l'avait jamais supportée dans rien. C'était une femme qui avait eu un passé brisé. Elle avait eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Puis, elle n'avait pas été capable de donner de l'amour et d'être maternelle et sécurisante avec ses enfants, malgré toutes ses bonnes intentions.
Mais cette amie-là, elle espérait tellement avoir l'amour de sa mère qu'à chaque fois qu'elle avait une idée, un nouveau travail, une nouvelle impulsion, puis cette personne était remplie de talent et de capacités et de grande intelligence. Mais comme elle courait après l'amour de sa mère, c'était à sa mère qu'elle allait confier ses idées de projet. Puis elle se faisait automatiquement rabrouer et elle revenait découragée et vidée de son énergie, pas capable de mettre en œuvre ses projets. Donc, elle ne s'était pas rendue compte que sa mère ne faisait pas partie de ses alliés. Me suivez-vous? C'est pas parce que vous aimeriez profondément qu'une personne en particulier soit votre allié, comme votre mère, quelqu'un de proche de vous dans votre famille, quelqu'un que vous admirez, que c'est un bon allié pour vous. Parfois, j'ai vu que certaines amies, c'était une voisine qui n'avait pas de lien d'attachement, qui les aimait tellement, qui trouvait tellement que c'était des personnes exceptionnelles. C'était ces personnes-là qui étaient les meilleurs alliés. Donc, moi, ce que je vous invite à faire dans votre vie comme truc, c'est trouver quels sont mes alliés. Puis, à qui je peux parler de choses qui correspondent à mon enfant intérieur pour arrêter de se préoccuper du jugement des autres. C'est d'arriver à faire preuve de bienveillance envers soi. Mais comment on fait ça? Mon truc, c'est me rappeler que je suis ma meilleure amie. Je sais que ça peut paraître étrange comme concept. Écoutez bien. Si vous étiez votre meilleur ami, comment vous traiteriez-vous? Avec bienveillance, avec gentillesse, avec bonté, avec encouragement. Souvent, on ne dirait pas à notre meilleur ami des choses qu'on se dit à soi-même. Pourtant, la seule personne avec qui je peux vous garantir que vous allez passer votre vie totale et complète, votre vie terrestre totale et complète, avec cette personne, c'est vous-même. Donc, un des trucs, moi, qui m'a aidé, mais pas juste avec le jugement des autres, mais dans plein d'aspects de ma vie, c'est de tenter le plus possible d'incarner ma meilleure amie. Parce que je vais devoir me supporter toute ma vie. Me suivez-vous? Peu importe qui je suis, je vais vivre avec moi-même toute ma vie. Donc, devenir votre meilleur ami, c'est mon conseil, mais pour régler plein d'affaires, pas juste le jugement des autres et le jugement de soi. Puis, petite anecdote là, pour terminer, puis peut-être que je me répète, peut-être que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais en tout cas, je vous le partage ici parce que vraiment, ça a été quelque chose qui a changé ma perception de moi et de ma vie. Puis ça vient de mon époux. À un moment donné, dans une période où, je sais pas, ça fait vraiment longtemps, là, au moins 10-15 ans, il m'a entendu me dire quelque chose à moi-même à voix haute. Je me souviens même pas c'est quoi que je m'étais dit, mais c'était quelque chose de pas bienveillant envers moi-même. Comme, mettons, t'es donc ben pas bonne, ou je sais pas, je me souviens pas c'est quoi. C'est pas de ça que je me souviens. C'est pas ça l'important, c'est que il m'a dit « Hey! » Il était dans la pièce avec moi, mais il faisait autre chose. Il m'a dit « Hey! Parle pas comme ça à ma femme. Prends soin de ma femme. » Puis, cette phrase-là m'a vraiment percutée droit au cœur. Comme si ça m'avait fait comprendre que je suis une personne importante pour quelqu'un d'autre et que cette personne-là ne veut pas qu'on traite mal cette personne. Ça m'a comme donné du recul. Je me suis vue comme étant une personne qui mérite le respect.
Puis, j'ai pas à me parler mal ou à me dénigrer. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à penser au concept de la meilleure amie. M'accueillir, faire tout mon pouvoir. Puis, c'est pas parfait à chaque jour. Des fois, je me traite pas encore comme ma meilleure amie, mais j'essaie d'y parvenir. À chaque jour, je travaille là-dessus, sur me traiter comme je traiterais ma meilleure amie. Moi qui envisageais que cet épisode serait plus court parce que j'étais seule puis que le sujet de la peur du jugement des autres, ça me faisait un petit peu peur. Donc, mais finalement, je vous ai dit beaucoup de choses, donc je vais faire un mini résumé pour vous permettre d'avoir une vision globale de l'épisode. Donc, je vous ai raconté l'histoire de l'homme, son fils et l'âne, pour vous amener à ma première prise de conscience, qui est il y aura toujours quelqu'un pour juger. Ma deuxième prise de conscience, c'est l'importance qu'on donne au jugement des autres. C'est comme si on leur donnait notre propre pouvoir au lieu de le garder pour créer ce qu'on a à créer. Le troisième prise de conscience, c'est que le plus grand juge, c'est souvent nous-mêmes. La quatrième prise de conscience, c'est parler de nos aspirations profondes à des alliés. Ça peut nous fortifier, mais parler à des critiques, ça peut nous briser totalement. Puis, mes 4 trucs pour naviguer dans ce monde de jugement, c'est d'abord trouver quel est notre censeur, sa personnalité, l'identifier. Le deuxième, c'est protéger notre enfant créatif intérieur du censeur, des jugements extérieurs et de nos propres jugements. Le troisième truc, c'est choisir nos alliés avec attention et précaution. Puis mon 4e truc, c'est faire preuve de bienveillance envers soi-même en devenant notre meilleur ami. J'espère que ça vous a aidé, cette petite jasette avec moi ce matin. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que vous allez bien. Puis, je vous invite, si vous avez aimé l'épisode, à le partager dans vos réseaux, à aller m'écrire un commentaire ou bien tout simplement à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. À très bientôt.